Ça n'a aucun sens. Ça n'est pas quelque chose qui peut se produire ici à Grays, mais plutôt dans les films ou en Amérique. L'incrédulité des habitants de Grays, près de Londres, où 39 corps ont été découverts dans un camion. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Des intempéries particulièrement violentes hier, notamment dans l'Hérault. Une femme est dans un état critique encore. Quelle défense pour Carlos Ghosn. Les avocats de l'ex-patron de Renault-Nissan sont à la manœuvre en ce moment même à Tokyo. Le scandale sanitaire du pesticide chlordécone en Guadeloupe. Ce sera l'enquête du 7h. Une commission parlementaire vient d'enquêter. Cette commission ne peut être crédible que si tous les anciens ministres sont auditionnés et également les anciens ministres de la Santé. Et puis Esprit de Noël est-tu déjà là? En tout cas, les calendriers de l'Avent, eux, sont en rayon. C'est complètement débile, quoi. Bientôt, ils mettront les chocolats de Pâques au mois de janvier. Moi, je trouve ça complètement idiot. 7h01. Excellent réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1. Europe 1. Le journal, Mathieu Béliard, Hélène Zélani. Une tragédie inimaginable. C'est ainsi que Boris Johnson, Premier ministre britannique, parle de la découverte macabre de Grays à l'est de Londres. 39 morts, dont un adolescent, dans un camion frigorifique. Vraisemblablement des migrants. Le chauffeur, âgé de 25 ans, originaire d'Irlande du Nord, a été arrêté pour meurtre. Il venait de Zeebrugge, c'est en Belgique. Oui, Jean-Jacques Herry est l'envoyé spécial d'Europe 1 à Grays, une ville sous le choc depuis la nouvelle. C'est une zone industrielle anglaise, triste comme toutes les autres. Un enchevêtrement de bâtiments de tôle, de barrières métalliques et d'immenses parkings détrempés. Gardés par 2 policiers, une bâche verte dressée à la hâte cache une partie des lieux au regard. Juste derrière la rue où le camion et les 39 corps ont été retrouvés, Ruby vit à 10 minutes à peine. Ça n'a aucun sens. Ça n'est pas quelque chose qui peut se produire ici à Grays, mais plutôt dans les films ou en Amérique. J'espère vraiment que la police va aller au fond des choses et résoudre ce crime. Au centre-ville de Grays, la tragédie est également sur toutes les lèvres et elle fait écho à des événements récents et récurrents, raconte tristement Carl et Maggie. Ce genre de choses arrive beaucoup. Après, soit on les découvre et ça fait les gros titres, soit rien du tout. Juste à côté, il y a le port de Tilbury et ils y trouvent souvent des gens. Oui, 23 personnes la dernière fois. On les a renvoyées chez elles. Elles étaient dans un container de bateau. C'était il y a à peine quelques mois. Mais eux, ils allaient bien. Ils avaient de la nourriture et du matériel. Hier, en fin d'après-midi, le camion et sa remorque ont été déplacés et transportés dans un lieu secret. Au même moment, la police anglaise retrouvait 9 migrants vivants dans un camion circulant sur l'autoroute à proximité du tunnel sous la Manche et du port de Douvres. Grace, Jean-Jacques Herry, Europe 1. L'enquête s'annonce longue et complexe, prévient la police. Un appel à témoins est lancé. Et pour l'instant, on ne connaît pas la nationalité des victimes. Les travaux d'identification sont en cours. Vous allez peut-être nous appeler au 3921 ce matin, la nuit que vous avez vécue, la journée d'hier, les violentes intempéries qui se sont abattues sur le sud de la France et notamment dans l'Hérault. Ces intempéries ont fait une blessée grave. Oui, une femme hospitalisée à Montpellier. Elle est entre la vie et la mort. Des trombes d'eau se sont abattues sur tout le département. Patrick Sol est le premier adjoint à la mairie de Villeneuve-les-Béziers, très durement touché. Il faut savoir qu'il est tombé, mesuré par moi, 327 mm. 327 mm à 7-8 heures, même pas. C'est quand même impressionnant, quoi. C'est-à-dire que vous aviez de l'eau jusqu'au niveau du genou? Ah ben ça dépend les rues, dans certaines rues, même plus haut. Même plus haut, oui. Bon, il y a la voie ferrée qui, à l'endroit, le ballast est parti. Donc il y a la voie ferrée qui fait quand même le sud de la France qui a lâché, les talus ont lâché. Il y a, après dans les maisons, il y a de la boue, de l'eau envahie et voilà quoi. Patrick Sol, adjoint au maire de Villeneuve-les-Béziers, joint ce matin par Julien Pierce. De nombreuses routes, mais aussi des voies SNCF ont été inondées. Conséquence, la circulation des trains est interrompue entre Montpellier et Toulouse et entre Montpellier et l'Espagne, au moins jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint, le 4 novembre. Ce matin, un seul département reste en alerte pluie et inondation, la Haute-Corse. Ça augure un week-end compliqué pour certains, mais avec ces soucis de train entre Toulouse et l'Espagne. Pour faire très simple, c'est surtout entre Montpellier et Toulouse, entre Montpellier et l'Espagne, Perpignan et l'Espagne. Imaginez la galère pour certains, là aussi vous allez peut-être témoigner. Europe 1, il est 7h04. Dans l'affaire Carlos Ghosn, la parole est à la défense. Pour la première fois, les avocats de l'ancien patron de Renault-Nissan présentent leurs arguments. Oui, une stratégie annoncée d'ailleurs avant même le début de l'audience. Ils demandent l'annulation des poursuites. Des avocats qui répondent aux accusations point par point. Aurélien Fleureau, il dénonce des collusions en très haut lieu. Oui, et c'est l'un des éléments les plus spectaculaires de cette contre-attaque. Les avocats japonais de Carlos Ghosn accusent directement les procureurs, des membres du METI, le ministère de l'économie au Japon, et des dirigeants de Nissan de collusion illicite dans le but de mettre en cause celui qui avait pour feuille
feuille de route de renforcer l'alliance, l'intégration même entre Renault et Nissan. Et c'est selon eux ce qui a causé sa perte pour la première fois bientôt 1 an après l'arrestation de Ghosn. Documents à l'appui, ils entendent démontrer que de nombreux actes illégaux ont été commis, notamment l'enquête interne chez Nissan totalement biaisée, téléguidée par des enquêteurs japonais, des saisies illégales de documents, une organisation systématique de fuite dans certains médias japonais pour orienter l'opinion publique. Les avocats parlent même de détention arbitraire et discriminatoire, alors que des méfaits commis par des dirigeants japonais de Nissan sont totalement ignorés par la justice. Ils viennent donc de déposer des dizaines de documents qui, selon eux, devraient permettre de faire annuler une partie de la procédure, alors que Carlos Ghosn attend toujours qu'une date de procès soit fixée et qu'il est toujours en liberté surveillée à Tokyo et empêché d'entrer en contact avec sa femme. Aurélien Fleury. Des indemnités chômage même en cas de démission, mais sous condition. La mesure entre en vigueur la semaine prochaine. Sur Europe 1, l'éclairage éco avec le Crédit du Nord, la banque pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Mathieu. Cette promesse d'Emmanuel Macron a connu bien des vicissitudes, mais elle entre enfin en vigueur. Accorder l'assurance chômage aux salariés qui démissionnent. Oui, alors cette promesse, effectivement, a mis beaucoup de temps à se concrétiser et pour cause, elle avait été formulée de façon, disons, un peu hasardeuse. Nous ouvrirons les droits à l'assurance chômage aux salariés qui démissionnent, disait le programme. Bon, 2 ans et demi après, le principe de réalité est passé par là. Pas question d'ouvrir l'assurance chômage à tous les salariés qui démissionnent. Le système n'y survivrait pas. La loi sur la réforme du travail a donc très sérieusement encadré les choses et c'est seulement aujourd'hui que sont enfin publiés les textes d'application pour que cette promesse devienne réalité. Et il faudra réunir beaucoup de conditions pour avoir droit au chômage. Alors voilà, le salarié démissionnaire devra avoir travaillé les 5 dernières années de manière continue. Il devra présenter un projet de reconversion nécessitant une formation ou un projet de création d'entreprise. Il devra surtout détailler ses motivations, les compétences nécessaires, les caractéristiques du métier visé, le type de formation voulu, les perspectives du nouveau métier. Puis enfin, soumettre son dossier à un conseil professionnel, ça c'est gratuit. Et puis passer devant une commission régionale qui vérifiera si le projet est sérieux. Idem pour un projet de création d'entreprise. Vous le voyez, pas question d'ouvrir les vannes de l'assurance chômage à tous ceux qui démissionnent. Il faudra un projet vraiment bien ficelé, mais le tout entrera en vigueur dans quelques jours, le 1er novembre. Mais le temps de faire tout ça, vous aurez vécu les 5 dernières années de manière continue, il n'y a pas de problème. Merci Nicolas Barré, directeur des Échos. On reparle de l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen ce matin. Après avoir reçu le dirigeant de l'entreprise, la commission d'enquête du Sénat se rend sur place aujourd'hui pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Bonjour Hervé Moret. Bonjour. Merci d'être en direct ce matin sur Europe 1. Vous présidez cette commission d'enquête sénatoriale. Quelle est votre priorité ? Notre priorité, c'est de faire la lumière sur ce qui s'est passé à Rouen, de comprendre s'il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements, de mesurer les conséquences en termes économiques, en termes environnementaux et en termes de santé publique, et au-delà, d'en tirer un certain nombre de conséquences pour pouvoir faire des propositions et des recommandations par rapport à l'ensemble des sites Seveso en France. Allez sur il y a place. 1300 sites Seveso en France et on verra s'il n'y a pas lieu de faire évoluer la réglementation, les dispositifs d'alarme, enfin tout ce qui tourne autour de ces sites. On l'a dit, vous serez sur place aujourd'hui. Votre présence, voir les choses comme ça en face, ça va vraiment changer votre vision des choses ? Quand on commence une mission qui est celle d'une commission d'enquête qui va travailler 6 mois dans l'objectif que j'ai décrit, la première des choses, c'est effectivement d'aller sur place, de voir les lieux, de voir ce qui s'est passé, et puis de rencontrer un certain nombre de personnes, que ce soit les acteurs qui étaient sur le terrain au moment de la catastrophe, les personnes qui ont été les premières victimes, et d'échanger avec elles. On va rencontrer les responsables de l'entreprise, on va rencontrer les responsables, justement. Alors, je sais que vous l'avez auditionné, Hervé Moret, mais Eric Schneur, le patron américain de Lubrizol, qui était sur notre antenne hier matin en direct, assurait qu'il n'y avait aucun risque sur la santé. Effectivement, il nous a dit ça devant la commission d'enquête et nous, on lui a demandé de produire les documents lui permettant d'affirmer cela, parce que c'est très bien de dire, comme il l'a dit, qu'il n'y a pas plus de danger que lorsqu'une maison brûle. On a quand même un petit peu de peine à le croire, et si c'est le cas, bien qu'il fournisse, et c'est ce qu'on lui a demandé, donc il devra le faire, qu'il fournisse les analyses et les expertises qui lui permettent d'affirmer cela. Il nous faut un peu plus que des paroles pour croire ce genre d'allégation. Voilà, il vous faut plus que des paroles. Merci Hervé Moret d'avoir été l'invité du 7h en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous conduisez la mission sénatoriale sur l'incendie de l'usine Lubrizol, mission qui se rend aujourd'hui à Rouen. Europe 1. Le chlordécone, ce pesticide qui a pollué les Antilles, il est dangereux, inquiète toujours en Guadeloupe. Des tonnes de ce produit ont été enfouies dans le périmètre d'un lycée. Enquête Europe 1, c'est dans la suite du journal de 7h. À tout de suite.